je vous propose de consacrer cette séance d'ouverture à une invitation, à une incitation en forme d'introduction pédagogique très simple à la lecture des théories dites du système mondial capitaliste et principalement à celle de Samir Amin, d'Immanuel Wallerstein, de Giovanni Arrighi et d'André Günther Frank. Et j'essaierai de le faire en explicitant les liaisons, certaines des liaisons existantes entre ces avancées théoriques contemporaines majeures et l'œuvre fondatrice, stimulante, dynamisante de Karl Marx. Alors, le point de départ de ma réflexion sera le suivant. Le capitalisme a des structures nationales qui fonctionnent et qui se reproduisent d'abord localement, et ce, à l'articulation, d'une part, d'un marché domestique où les capitaux, les marchandises et les travailleurs sont mobiles, et d'autre part, d'un ensemble d'appareils d'État et d'institutions qui correspondent à ce marché, à ces marchés. Mais ce qui définit le système mondial capitaliste, c'est une dichotomie, celle située entre, d'un côté, la présence d'un marché global, mondial, intégré dans toutes ses dimensions, à l'exception du travail, qui est contraint à une quasi-immobilité internationale, et d'un autre côté, l'absence, à l'échelle du monde, d'un ordre politique unifié qui soit davantage qu'une pluralité d'instances étatiques régies tantôt par le droit international public, tantôt, et le plus souvent, par la violence du rapport de force. Précisément, les théoriciens du système mondial capitaliste vont s'efforcer de penser à la fois les causes, les mécanismes et les conséquences de cette asymétrie fondamentale qui est à l'œuvre dans l'accumulation du capital au niveau global. Et ils vont le faire en termes de relations inégales, relations d'exploitation entre classes et relations de domination entre nations. Et ce que vont produire ces auteurs, c'est une théorie, ou plutôt diverses théories, prenant pour objet et proposant pour concept le monde en tant qu'entité socio-historique, abstraite, concrète, qui fait système, c'est-à-dire qui forme un assemblage structuré d'éléments d'une réalité complexe en une globalité cohérente, laquelle positionne ces éléments interdépendants simultanément et qui, ce faisant, leur donne signification, leur donne sens. Alors, je retiendrai Amin, Wallerstein, Arrighi et Frank, comme je l'ai dit. Pas de position commune à leurs travaux, mais leur démarche se recoupe, sans se recouvrir, sur plusieurs points. Il y a d'abord en commun des référents théoriques explicitement marxistes, mais également d'autres concepts, évidemment, comme celui brodélien d'économie-monde ou ceux, disons, structuralo-cépaliens de centre et de périphérie. Puis, il y a des prémices méthodologiques, un modèle d'explication transdisciplinaire, holiste, anti-réductionniste, structural,
la combinaison de l'histoire et de la théorie aussi. Il y a des ambitions intellectuelles communes, comme la tentative de tenir ensemble l'économique, le social et le politique, pour tenter une représentation mondiste, disons, des phénomènes. Mais il y a aussi des visées politiques, en particulier la radicalité ou la radicalisation dans la critique des ravages planétaires du capitalisme et bien évidemment aussi de l'hégémonie états-unienne, le tout dans la perspective d'un post-capitalisme. Alors, malgré cette base commune, il n'est pas aisé de positionner ces quatre auteurs respectifs par rapport au marxisme. Pourquoi ? Parce qu'il semble que chacun d'entre eux, à lui seul, constitue une catégorie sui generis. Samir Amin s'est toujours dit marxiste, d'un bout à l'autre de sa vie, et je peux vous confirmer que jusqu'à son dernier souffle, il parlait de cela. Pour l'avoir accompagné jusque quelques heures avant sa mort, nous échangions encore à propos de la révolution, du socialisme mondial, et jusqu'à son dernier souffle, et ça a été le cas à chaque fois que j'ai eu l'occasion de travailler avec lui pendant les 20 ans d'amitié qui ont précédé, et en particulier les 10 années du Forum mondial des alternatives, lorsque lui était président du Forum mondial des alternatives et moi secrétaire exécutif. Samir était marxiste, mais son œuvre, qui s'est bien sûr nourrie des théories de l'impérialisme, et aussi d'autres théories, non sans critique, en particulier les études pionnières sur le développement, Prebisch et tant d'autres, son œuvre se démarque très nettement du corpus marxiste orthodoxe. Wallerstein, quant à lui, dans la lignée de Brodel, de l'école des Annales, Bloch et d'autres, puisant aussi dans les structures dissipatives de Prigogine, Wallerstein donne, lui, une lecture très libre du marxisme, en fait tellement hérétique qu'il semble s'en éloigner, ou, disons, qu'il pousserait peut-être à ne le considérer finalement que comme un systémiste. Mais je crois qu'il était marxiste aussi. J'ai eu aussi cet honneur de pouvoir l'approcher plusieurs fois à Paris, aux États-Unis, en Inde, et chaque fois le marxisme était là. Franck, proche de Paul Baran sur l'économie politique, et peut-être surtout d'un certain structuralisme latino-américain, Franck est pour sa part assez souvent rangé parmi les dépendantistes radicaux, alors que ses recherches, très fortement, mais pas exclusivement influencées par le marxisme, l'ont conduit très tôt au système mondial. Chez Arrighi, on note également les effets puissants des pensées de Gramsci ou même de Polanyi. Les sources d'inspiration de chacun de ces quatre géants de la pensée progressiste sont tout à fait diverses,
autant que l'était finalement leur champ de recherche respectif. Il reste cependant que parmi tous les héritages intellectuels qu'ont revendiqués ces théoriciens, c'est fondamentalement dans l'œuvre de Marx que se repère la source d'inspiration première. On ne peut pas attribuer à Marx de théorie achevée du système mondial, c'est le moins qu'on puisse dire, tout au moins sur le modèle de la théorie qu'il a fournie du capitalisme. Mais, selon moi, Marx a contribué à poser les bases théoriques de ce courant du système mondial capitaliste. Donc, il est nécessaire de faire un détour par Marx pour revenir mieux équipé à ces théorisations du système. Pourquoi ? Parce que Marx leur a ouvert la voie à tous. Il l'a fait de plusieurs manières. J'en retiendrai deux. D'abord, Marx, en brisant le mythe de l'infaillibilité d'un autre système, le système hegelien, va construire, en gardant la dialectique, le matérialisme historique. C'est la première rupture avec Hegel, où qu'on la situe. Avant l'idéologie allemande, comme le fait Lefebvre, après l'idéologie allemande, comme le fait Althusser. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait fondamental, puisque le processus a été long et extrêmement difficile. Je dirais autour de l'idéologie allemande. Deux, Marx a fini par abandonner la vision d'une histoire universelle se déroulant selon une ligne allant de l'Orient à l'Occident, à la civilisation occidentale. C'est aussi évidemment une vision hegelienne, profondément hegelienne, mais que Marx a remis en cause pour tenter de préserver autant que possible, à la fin de sa vie, ces thèses du déterminisme économiste. C'est ce que j'appelle, pour ma part, la seconde rupture avec Hegel. Il n'a passé sa vie qu'à rompre avec Hegel, finalement. Seconde rupture que je situerai entre 1877 et 1881. L'analyse de l'accumulation que donne Marx, comme l'analyse de la prolétarisation de la force de travail, font du système capitaliste le premier mode de production mondialisé, en opposition par la mondialisation avec tous les autres modes de production pré-capitalistes, quel qu'en soit le nombre, quelle que soit leur nature et les différents avec un D, qui ont pu surgir autour de cette classification. Ainsi, le lieu de départ du capitalisme, pour Marx, est d'emblée le marché mondial, dans la généralisation de la marchandise et dans la confrontation du capital-argent à d'autres formes que l'industrie. Je suis en train de dire que la genèse du capital est située en Europe, mais n'appartient plus seulement à l'Europe, du fait de la colonisation, du fait de l'accumulation dite primitive ou originelle, peut-être, dirait-on mieux. Donc, l'espace de reproduction du rapport capital-travail est mondial. Marx le dit et le redit et ne fait que le dire. En clair, bien sûr qu'il n'y a pas de théorie du système mondial chez Marx, mais c'est déjà énorme. Les sociétés extra-européennes, chez lui, seront contemporaines du temps du capital. Que tant de marxistes l'aient oublié,
est grave, évidemment, mais n'empêche pas qu'il le dit et le redit. Pas de théorie du système mondial, on ne peut pas trop lui demander non plus. Évidemment que Marx était eurocentrique, mais il l'était infiniment moins eurocentrique que ses contemporains et que beaucoup de ses que des successeurs, beaucoup de ses successeurs même, y compris dans le courant marxiste. Alors, pas de théorie du système mondial, mais je dirais chez lui des éléments d'une pensée esquissée du système mondial. J'en retiendrai 4. J'ai développé ça l'année dernière dans la séance d'ouverture et par écrit dans la préface à la réédition par les éditions critiques des textes sur le colonialisme, textes sur la colonisation de Marx et Engels. Donc je renvoie à ces textes. Mais je retiendrai 4 éléments, disons, préfigurant le système mondial, les théories du système mondial. Élément 1, le constat que fait Marx d'une superposition de rapports d'exploitation de classe et de domination de nations. Superposition qui va complexifier énormément la lutte des classes, par essence internationaliste, mais concrètement locale, nationale, exercée, déployée dans les frontières nationales, d'un prolétariat divisé par le capital selon notamment un critère de nationalité et beaucoup d'autres critères, évidemment. Raciaux, religieux, ethniques, peu importe. Allons vite. On se souvient que Marx dit, il le dit comme ça, pourrait-on dire, mais il le dit, il le pense. Il nous dit que la révolution en Irlande, où fusionnent questions coloniales et nationales, est, je le cite, le préalable à tout changement social en Angleterre. Bien sûr qu'il ne généralise pas, ni lui, ni Engels, mais c'est dit clairement, et il le pense longtemps, plus d'une décennie. Le préalable à l'évolution de la société anglaise, c'est une révolution socialiste, non, mais une décolonisation, disons, de l'Irlande. Je n'ai pas le temps de développer, mais je renvoie à cette conférence de l'an dernier et aux écrits. Élément 2, Marx dit qu'en Angleterre, l'État est au service de la bourgeoisie industrielle par le fait que ce pays, je le cite, a conquis le marché mondial. Donc, parce que l'Angleterre est le cœur du capitalisme qui est en capacité d'exporter ses crises économiques et en même temps d'amortir les révolutions politiques du continent. Donc, la structure de la formation sociale nationale se connecte à la dimension extérieure, disons, chez Marx, par le marché mondial, le marché du monde, comme il dit, et, lui correspondant, le système des États. Et Marx va plus loin, il dit que le marché du monde, je le cite, détermine toute l'organisation interne des peuples. Donc, ce système du monde va contraindre les structures de production de la nation opprimée à se spécialiser d'une certaine manière, à une spécialisation soumise strictement aux intérêts de la métropole coloniale, Marx dit, selon des lois qui les régissent ensemble. D'où il vient, il le dit à quelques reprises, que les pays colonisés souffriront à la fois du développement du capital et du non-développement du capital. Élément 3, Marx reconnaît que certains modes d'exploitation
de la petite paysannerie, des coulis chinois, des raïons indiens, sont très similaires de l'exploitation du prolétariat industriel. Marx dit même qu'une plus-value peut être extorquée en l'absence de subvention formelle du travail. Il dit qu'une plus-value est là dans la circulation. Plus exactement, à propos de l'esclavage aux États-Unis, il dit que l'esclavage de plantation aux États-Unis est là pour le marché mondial. C'est-à-dire, je le cite, il est la condition de l'industrie moderne. Et encore, il produit de la plus-value, l'esclavage, il produit de la plus-value dans le procès de circulation du fait du marché mondial. Ça n'en fait pas un circulationniste, comme on dit, hein. Mais il faut le noter quand même, plutôt que de l'évacuer d'un revers de manche, au nom d'une défense du marxisme qui situerait le lieu de l'exploitation exclusivement dans la production, et c'est tout. Mais il y a le reste aussi. Voilà. Comment ne pas repérer que, à plusieurs reprises, parfois Marx écarte par hypothèse ce cas de figure, mais il en parle, il en reconnaît même la grande fréquence. Marx évoque des situations qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de surexploitation, c'est-à-dire de paiement, en quelque sorte, de salaire sous la valeur de la force de travail. Alors, ça apparaît dans le Capital à des moments bien particuliers, d'ailleurs des moments où, en général, il veut écarter ce cas de figure, mais c'est là. C'est-à-dire qu'il l'a en tête. Bon, je vais très vite, pardon. Élément 4, Marx finit par refuser toute trajectoire unique imposée aux sociétés. Il conçoit des historicités de formation sociale différenciées, qui sont pensées comme non linéaires, qui sont pensées comme non mécanistes, qui combinent des modes de production, qui vont se distinguer selon les circonstances historiques, comme il dit. Et il va même aller jusqu'à envisager d'autres transitions au socialisme que la voie capitaliste, le long et sanglant calvaire de la voie capitaliste. Ce sont là des choses que j'ai déjà développées, je passe vite, mais il les fallait impérativement en amorce de cette discussion des théories du système mondial. D'accord ? Conclusion de tout ça, ces réflexions, Marx les avance pour nuancer, pour complexifier au gré de l'extension de ses recherches, de la diversification des disciplines, entre guillemets, des champs disciplinaires visités. Il les formule pour rester prudent, pour limiter les propos du Capital à l'Europe occidentale. On sait tout ça. Mais le fait est que ces réflexions, qui ne sont pas aisées à systématiser, disons, à expliciter, on les saisit sur des supports très différents, y compris parfois dans des articles de presse. Bon, ce que je veux dire, c'est que ces réflexions ont plongé de très nombreux marxismes dans le trouble, dans le désarroi. Et la plupart d'entre eux ont décidé d'oublier le vieux Marx, je dirais, le Marx de la non-linéarité, si je peux l'appeler ainsi. Moi, je crois au contraire que c'est dans ces indéterminations-là que l'on peut trouver l'opportunité d'un très profond renouvellement du marxisme pour qu'il demeure ce qu'il est, c'est-à-dire une pensée de l'évolution, de la révolution du monde au service de l'action. Et je crois que les 4 théoriciens que je vais maintenant brièvement
discutés ont contribué à faire. C'est très précisément à renouveler profondément le marxisme. En tout cas, c'est ce que je crois. Samir Amin, d'abord. La clé de la contribution de Samir tient en ce qu'il montre que le capitalisme, comme système mondial, est autre chose que le mode de production capitaliste étendu à l'échelle mondiale. La question qui va l'animer est de savoir pourquoi l'histoire de l'accumulation du capital est celle d'une polarisation entre formation sociale, centrale et périphérique. Une polarisation que produit la logique d'accumulation à l'échelle mondiale et qui est immanente au capital mondialisé. Je l'ai dit, Samir n'a écrit que dans le cadre du marxisme, mais il se démarque des interprétations dominantes. Et son originalité, l'une de ses originalités, réside surtout dans ce refus d'une lecture de Marx qui admettrait que l'essor du capital homogénéise le monde et dessine un marché global intégré dans ces trois dimensions, capital, marchandise, travail, si tant est qu'on puisse les séparer. Pourquoi ? Parce que, selon lui, l'impérialisme jette les marchandises et les capitaux dans le monde, donc hors de la nation, mais, dans le même temps, immobilise la force de travail dans l'espace national. Le problème est donc bien celui d'une répartition de la plus-value à l'échelle mondiale, c'est-à-dire, clairement, d'un transfert de surplus de la périphérie vers le centre, ou des périphéries vers les centres. Samir rejette tout économicisme qui tendrait à sous-estimer l'impact de la polarisation et qui, finalement, conduirait à poser de façon inadéquate la question de la transition socialiste. En clair, les centres ne reflètent pas ce que seront les périphéries. Les uns et les autres sont à appréhender dans leur relation au système dans son ensemble, simultanément. Donc la question pour le Sud n'est pas de rattraper le Nord par l'essor des forces productives qui dupliqueraient, qui recopieraient d'une certaine manière les traits du capitalisme, mais de construire autre chose, ce qu'il appelle une autre société. Pour Samir, le sous-développement est donc saisi comme produit de la logique polarisante du système qui constitue le contraste centre-périphérie par un ajustement structurel permanent du Sud aux exigences d'expansion du capital du Nord, ce qui a précisément empêché la périphérie d'effectuer le saut qualitatif qui a été permis au Nord, saut qualitatif de la construction par des États bourgeois nationaux d'industrie autocentrée. Les périphéries se présentent donc comme des projections outre-mer des centres ou des branches non articulées, non autonomes, façonnées pour servir l'accumulation centrale dans un système productif qui révèle la nature globale de la genèse de la plus-value. Mais le système mondial reste fondé sur le mode de production capitaliste, c'est-à-dire sur un système qui tend vers la surproduction. Pour Samir Amin, la réalisation de la plus-value exige, dans la reproduction élargie,
une hausse du salaire proportionnelle à la productivité. D'où la formulation qu'il avance d'une théorie de l'échange inégal, distincte de celle d'Argyri et Emmanuel, et que Samir définit comme un transfert de valeur au niveau international par détérioration des termes de l'échange, qu'il appelle factoriel double, c'est-à-dire concernant à la fois le rapport des salaires et le rapport des productivités, détérioration qui opère ainsi. Au centre, la régulation fordiste, disons, d'un État autonome, mais que Samir appelle social-impérialiste, accroît le salaire avec la productivité. À la périphérie, non. Asymétrie. Et puisque le travail est immobile à l'échelle internationale, la polarisation nord-sud se traduit par un différentiel de salaire inférieur à la périphérie à ceux qui ne sont au centre, à productivité égale, à productivité du travail égale, dans un système mondial non régulé politiquement, autre, disons, non régulé par autre chose que la loi de l'accumulation. En clair, le clivage centre-périphérie va s'organiser autour d'une série d'articulations, d'abord au centre, dans les pays capitalistes autocentrés, articulation, production de moyens de production, production de biens de consommation, et au sud, dans les pays périphériques, capitalistes périphériques, l'articulation, exportation de biens primaires, consommation de luxe. Okay ? La polarisation ne pourra donc pas être supprimée dans le cadre du déploiement de l'accumulation du capital. En clair, Samir nous dit que les tentatives de développement du Sud, qu'elles soient de type libéral, par le libre-échange, ou donc là, la liste elle est finie, mais disons qu'elle est nombreuse. Presque tous les pays du Sud sont alignés là-dessus. Mais Samir nous dit aussi que la tentative de développement nationaliste, disons, dans l'esprit de Bandung, type Nasser, Égypte de Nasser, ou même plus radicale, une stratégie de développement plus radicale, par exemple les industries industrialisantes à la de Bernice, en Algérie ou dans d'autres pays, pas forcément revendiquée du socialisme d'ailleurs. Cette radicalité n'est pas le propre de gouvernements entre guillemets socialistes. Ce que nous dit Samir, c'est que ces différentes tentatives de développement ne sont pas des remises en cause de la mondialisation, mais seulement une continuation de la mondialisation. Et il est allé jusqu'à appliquer cette position aux nouveaux pays industrialisés, Corée du Sud, Taïwan, etc. Ce qui lui a valu des attaques terribles, évidemment, jusque tardivement. Voilà. Donc, chez lui, la critique des concepts et des pratiques du développement s'accompagne surtout d'une solution, disons, d'une alternative qui est, comme vous le savez, la déconnexion. En anglais, ça donne delinking. Okay ? Déconnexion qui n'est pas autre chose que la subordination des rapports extérieurs à la priorité d'un développement interne grâce au choix par l'État de positions, disons, non défavorables ou pas trop défavorables au pays dans la division internationale du travail. Okay ? Donc, pour lui, il s'agira, en plus de combattre l'eurocentrisme, de construire un monde polycentrique. Et c'est ce monde polycentrique qui permettra, selon lui, d'ouvrir des espaces de
d'avancée de l'internationalisme des peuples et qui permettra ainsi une transition, des transitions longues, patientes, vers ce qu'il appelle un au-delà du capitalisme. Bon, évidemment que c'est le socialisme mondial pour lui. Hein. Bon. Comme le temps file, je garde des réflexions plus personnelles pour le débat, d'accord, si vous voulez bien. En particulier sur les limites actuelles de la théorie de l'échange inégal, des théories de l'échange inégal, tant celle d'Emmanuel que celle de Samir. Emmanuel, c'est un géant. Hein. Il y avait 9 personnes à son enterrement. Ça donne un peu une idée de l'aura qu'il avait gagnée dans les forces progressistes. Même si sa position était complexe, mais ça donne un peu une idée de nos mobilisations. Et il est mort il y a déjà plus de 15 ans. Hein. Alors, Samir cherchait à analyser le système mondial dans les termes du matérialisme historique. La démarche d'Immanuel Wallerstein paraît inverse. Lui a l'ambition d'intégrer le marxisme dans l'approche systémique. C'est l'interprétation que j'en ferai. Peut-être que je me trompe, mais pour l'avoir écouté attentivement, parfois même de vive voix, c'est tout à fait l'impression que cela m'a donné. Voilà ce que Emmanuel dit de Marx. Si on comprend ces thèses, les thèses de Marx, dans la perspective large d'un système-monde historique dont le développement même implique le sous-développement, alors elle reste valable. Mieux, elle reste révolutionnaire. Donc, son optique, c'est le système-monde. Et cette optique va suivre un triple principe, je dirais. Un principe spatial, l'espace du monde, comme il dit. L'unité d'étude des faits sociaux est le système-monde. 2, un principe temporel, la longue durée. Car un système-monde est historique. Le capitalisme historique, c'est le titre d'un de ces livres que je conseille aux plus jeunes, très facile à lire, très rapide à lire et fulgurant, comme presque tout ce qu'a écrit Emmanuel. Ok ? Le système-monde est historique, il est formé de processus politico-économiques opérant en réseau, avec des structures évolutives, mais permanentes. Okay ? Et troisième principe, un principe analytique, c'est-à-dire une méthode cohérente d'analyse de l'économie monde capitaliste en tant qu'entité économique, organisant la division du travail, mais sans institution politique unique la surplombant. La force d'Immanuel Wallerstein, je crois, tient notamment dans sa conception du système en évolution comme économie généralisée, articulant sur elle les discussions des alliances de classe, de la formation des États et des stratégies d'hégémonie, disons. Et pour lui, l'économie monde capitaliste, c'est-à-dire fondée sur la valeur généralisée, présente des spécificités, dont la plus importante est sa dynamique auto-entretenue d'accumulation du capital. Mais contrairement à Braudel, pour qui le monde était dès l'Antiquité divisé en plusieurs économies-mondes coexistantes, Braudel dit des mondes en soi, des matrices du capitalisme, du capitalisme européen puis mondial. Par contre, pour Wallerstein, il n'y a d'autre économie-monde que celle de l'Europe, qui s'est constituée à partir
du XVIe siècle. Je cite Emmanuel. Autour de 1500, une économie monde particulière, donc en Europe, a pu fournir un cadre de développement du mode de production capitaliste qui exige pour s'instaurer la forme d'une économie monde. Donc cette économie monde particulière a pu intégrer les empires mondes voisins, et un peu plus loin, je coupe, et à la fin du XIXe siècle, elle a pu aussi finir par s'étendre à tout le globe. Pour la première fois, on arrivait à un moment dans l'histoire où il n'existait qu'un unique système historique. Fin de citation. Alors, la division du travail centre-périphérie traduit l'appropriation du surplus au niveau international par la bourgeoisie à travers des chaînes marchandes de monopolisation des productions et de contrôle, selon une gamme très large de contrats, entre guillemets, de contrôle des travailleurs. Il y a une hiérarchie mondiale, et cette hiérarchie va se modifiant sans cesse via le sas, disons, que représentent les semi-périphéries. Wallerstein parle de semi-périphérie, contrairement à Samir, qui a refusé ce concept ou cette catégorie. Mais chez Wallerstein, le système interétatique qui double cette économie monde capitaliste est toujours conduit, est toujours dirigé, disons, par un État hégémonique. Et la domination de cet État hégémonique est sans cesse contestée. Elle est temporaire, c'est le point le plus fondamental, mais elle est sans cesse contestée et elle s'est imposée historiquement par ce que Wallerstein appelle des guerres de 30 ans. Okay ? De la même manière, l'hégémonie états-unienne cessera, d'autres prétendants sont là à l'hégémonie, s'affirment de plus en plus, et Wallerstein, je vais vite parce qu'il faut un peu de temps pour le débat, je conclus juste en citant Wallerstein. Le capitalisme est historiquement entré en crise structurelle dans les premières années du XXe siècle et connaîtra probablement, j'ai mis sans doute, mais c'est pas sans doute, c'est probablement Wallerstein est très inspiré par le monde probabiliste de Prigogine. Donc, le sans doute ne collera pas, parce que sans doute en français ça veut dire c'est sûr. Mais en même temps, il y a le doute, quoi. Donc, non, c'est pas déterministe chez lui. Mais il dit le capitalisme connaîtra probablement sa fin au cours du siècle suivant, c'est-à-dire au cours du XXIe siècle, de notre siècle. Là aussi, je garde des commentaires pour plus tard. Je passe à Giovanni Arrighi. L'apport de Giovanni Arrighi à la réflexion sur le capitalisme a concerné sa genèse, a concerné l'articulation au mode précapitaliste, a concerné l'impérialisme, bien sûr, a concerné la crise, comme tous les auteurs ici traités. Même si, de même que Samir, une partie très importante de la production de Samir a concerné les modes de production précapitalistes, qu'il réduit, lui, à 2 seulement, totalement imbriqués et donnant ensuite, en Europe au moins, une voie de passage au capitalisme. Je passe. Je mettrai juste l'accent là-dessus pour Giovanni. Alors, pour Giovanni Arrighi, c'est le point le plus important, la formation du capitalisme en système mondial ne trouve pas son origine
dans les relations établies au sein des grands pays européens, des grandes puissances européennes. Mais entre elles, comme il dit, dans les interstices qui les ont reliés, entre ces pays européens et les autres mondes, comme il dit, en particulier grâce au commerce eurasien dont il détermine l'apogée, disons, à la fin du XIIIe siècle. Gênes, il met l'accent sur Gênes. Gênes a été, selon lui, une hégémonie. Alors, ces organisations particulières, qu'il appelle organisation interstitielle, enfin en anglais c'est in between, je ne sais pas comment le traduire en français, mais je pense que c'est correct, organisation interstitielle, ont pris la forme des cités-États de cette époque, 13e, 14e siècle, en Italie, bien sûr, Italie du Nord, mais aussi l'ensemble des réseaux d'affaires non territorialisés par lesquels des entrepreneurs capitalistes ont accumulé des profits gigantesques dans la finance et dans le commerce à longue distance. Okay ? Je le cite, « Le capitalisme mondial n'est pas né à l'intérieur, mais entre les États ou sur les pourtours des États. C'est là, selon lui, qu'a commencé l'accumulation du capital. » Et Arrighi va étudier spécialement la pénétration du capital colonial sur un continent, l'Afrique, continent communautaire, disons. Et ce qu'il va faire, c'est analyser les effets sur les structures de classe des types de capitalisme qui y sont apparus, et il va différencier les trajectoires suivies par ces différents pays, ces différentes régions, selon les formes d'intrusion du capital, plus ou moins capitalistique, plus ou moins compétitive, et surtout selon les opportunités rencontrées par le capital dans sa demande de travailleurs locaux contre travailleurs migrants, travailleurs non qualifiés contre travailleurs semi-qualifiés, et ainsi de suite. Les ségrégations, dans certaines parties du monde, c'est tout à fait le mot qui convient, des ségrégations qui ont été imposées à la force de travail par le capital. Donc, on arrivera à une représentation de l'Afrique en deux catégories. En Afrique tropicale, le capitalisme s'est imposé sans prolétariat, sans formation d'un prolétariat, sans même formation d'une bourgeoisie, dit-il, alors qu'en Afrique australe, surtout en Afrique du Sud, les travailleurs ont été transformés en prolétaires, en prolétariat, par la concentration des terres, par la concentration des mines entre les mains de colons capitalistes européens blancs, et par différents processus d'expulsion des paysans appauvris et intégrés peu à peu dans la sphère monétaire du marché. Ok ? Mais dans les deux cas, il y a, pour toute l'Afrique, selon lui, développement du sous-développement. Le capitalisme a été synonyme de développement du sous-développement. Okay ? Donc, ça veut dire que la théorie de l'impérialisme, les théories de l'impérialisme devront être reformulées afin d'être adaptées aux évolutions diverses, aux évolutions particulières du capitalisme. Arrighi est italien, Gramsci est évidemment là. Il va faire une interprétation toute particulière du concept d'hégémonie qu'il va
resituer, réinsérer dans la perspective du temps long. Lorsqu'il parle des États-Unis, il nous rappelle que les États-Unis ont bâti leur unité nationale, puis ont dominé un espace par le marché allant du Canada jusqu'à Panama, puis jusqu'à la Terre de Feu, puis ils sont parvenus à créer un impérialisme formel, disons, assurant la paix entre les différents pays du centre, ce que Samir appellera de son côté l'impérialisme collectif, de la triade États-Unis, Europe, Japon. Mais dans le cas de Giovanni, on a l'idée d'un impérialisme qui parvient à imposer la paix, c'était déjà énorme, entre les pays du centre, et au moment où les pays socialistes se divisaient, Union soviétique d'un côté, République populaire de Chine de l'autre, les États-Unis parvenaient à consolider l'union des pays du centre face à l'URSS. Mais l'important n'est pas là. L'important, c'est que cette hégémonie est en déclin, très clairement perceptible depuis l'entrée en crise structurelle des années 70, un déclin à saisir pour lui comme transition vers une puissance hégémonique nouvelle, de là le chaos du présent, je dirais, qui s'interprète comme l'achèvement d'un cycle systémique d'accumulation, ou ce que Giovanni Arrighi appelle la fin d'un 4e long siècle, après Gênes, les Provinces-Unies, l'Angleterre. Le cycle des États-Unis est en train de s'achever. Il y repère des similitudes avec les cycles passés. Une des forces de sa démonstration est de mettre l'accent sur la finance, la résurgence de la finance, et bien sûr de la multitude de conflits qui accompagnent cette résurgence. Et aussi, au-delà de ces similitudes, certaines singularités, certaines complexifications, en particulier la transnationalisation du capital financier, donc aussi des firmes, des dynamiques d'accumulation qui vont s'éloigner de plus en plus de l'Europe, des candidats à l'hégémonie nouveaux qu'il situe lui aussi, bien sûr, en Asie. D'abord le Japon, puis la Chine. Pareil pour Wallerstein. Longtemps le Japon, puis la Chine. Donc, un point important des positions de Giovanni Arrighi est que l'étape néolibérale de la mondialisation rapproche en fait les formations sociales centrales et périphériques sous l'effet de la concurrence, c'est-à-dire l'effet à la baisse des salaires. Donc pour lui, et pas étonnant qu'il ait été mobilisé en Italie et partout ailleurs, d'ailleurs récemment, les luttes des travailleurs ont de l'avenir, même si elles changent. Je passe maintenant à André Gunder Frank. Alors, André Gunder Frank s'inscrit, pour sa part, dans la lignée théorique de Baran et Sfisi, mais surtout Baran, c'est-à-dire en Paul Baran, l'auteur de Économie politique de la croissance, qui est la première publication après-guerre d'une analyse marxiste conséquente sur le sous-développement, remettant en cause le progrès, entre guillemets, par l'expansion capitaliste. Évidemment Baran n'est pas le premier à avoir dit ça.
On l'a même dit dans les instances du Comintern. Par exemple, pour ceux qui se souviennent, Kuusinen, Otto Kuusinen, de Finlande, représentant de la Finlande, qui a même dirigé le Parti communiste en Finlande, avait de manière fracassante déclaré au 6e congrès du Comintern que les pays du Nord exploitaient les pays du Sud. Il l'avait dit très clairement. À un moment d'ailleurs où la position de Staline était classe contre classe. L'une des conclusions de Kuusinen, je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça d'ailleurs, bon, pourquoi pas, était au Sud, alliance de classe prolétariat-bourgeoisie. Okay. Donc, quand on y regarde bien, d'ailleurs, je suis en train de faire une digression, il faut m'arrêter. Michel, si je vais trop loin, tu m'arrêtes. Mais aussi loin que soit allé Samir par rapport à la ligne soviétique, disons, aussi loin qu'il est, aussi profondément qu'il est adhéré aux thèses maoïstes, c'est tout à fait stupéfiant d'ailleurs de voir que les positions se rejoignent, puisque c'est finalement la même position que Samir a très longtemps adoptée, puisqu'il y a une solidarité prolétariat-bourgeoisie pro-capitaliste au Nord, alors il faut mener le combat au Sud, et au Sud, l'alliance bourgeoisie-prolétariat est nécessaire. Bon, c'est à peu près la position de Kuusinen en 1928. Bon, peu importe. Mettez ça vraiment entre parenthèses. Je ne sais même pas si c'est pertinent ici. En fait, ce n'était pas du tout ce que je voulais vous raconter. Je voulais vous parler d'André Gunder Frank et dans sa filiation à Baran. Je vais vous dire donc que Baran publie un texte, un livre absolument fondamental à l'époque, qui fait grand bruit, qui plaît beaucoup d'ailleurs, et c'est dans cette lignée que va s'inscrire André Gunder Frank. Mais si Baran appliquait surtout empiriquement, disons, ses analyses à l'Asie, tel ne va pas être le cas d'André Gunder Frank, qui choisira plutôt comme terrain d'étude l'Amérique latine, très fortement influencé par les penseurs latino-américains, qui, j'espère que vous l'aurez compris, que je porte au cœur et qui mériterait largement aussi une séance. Mais comme vous avez sans doute remarqué, j'ai préféré mettre l'accent sur 4 auteurs. Permettez-moi de dire que Samir était aussi français. 4 auteurs du Nord, s'étant solidarisés avec le Sud, disons. Mais les auteurs d'Amérique latine, Marini, qui a aussi, quand j'ai parlé tout à l'heure des fulgurances de Marx sur la surexploitation, ou ce que j'appelle moi la surexploitation, quand les salaires sont fixés à un niveau inférieur à la valeur de la force de travail, c'est précisément dans cette brèche que s'est engouffré quelqu'un comme Rui Mauro Marini, qui est incroyablement encore méconnu en France, bien sûr, mais dans la plupart des pays du Nord, alors qu'il mériterait à lui seul un séminaire. Mais bon, peu importe. André Gunder Frank, et il est brésilien, Marini, André Gunder Frank est très profondément influencé par ses auteurs, et les a aussi, évidemment, en retour influencés. Enfin, je vais vite. L'Amérique latine. Et pour lui, la réalité de l'Amérique latine ne peut pas être saisie sans remonter à son déterminant fondamental, qui est le produit de l'histoire du capital dans cette région du monde, c'est-à-dire la dépendance. Alors, pour Frank, les sphères de production et d'échange sont imbriquées dans la valorisation et la reproduction du capital. Imbriquées au sein d'un même système, au sein d'une accumulation globale en procès. La dépendance,
ce n'est pas qu'une relation externe, ce n'est pas que l'impérialisme, entre guillemets, c'est aussi, entre le centre et les périphéries, c'est aussi et surtout une condition interne de la société dépendante. La dépendance est un phénomène intégral. C'est un systémiste, lui aussi. Le sous-développement, chez André Günther Frank, est vu comme produit inhérent de l'essor mondial du capital, avec des mécanismes d'exploitation dans la production et de monopole dans l'échange. Et sa thèse est que dès la conquête, donc à partir de la fin du XVe, début du XVIe siècle, l'intégration au système mondial a métamorphosé radicalement les colonies latino-américaines qui étaient non développées. L'intégration au système mondial les a métamorphosées en formations sociales sous-développées, mais déjà dès l'origine capitaliste. Et capitaliste par le fait qu'elle disposait, dès le début, de structures productives et commerciales directement connectées au marché mondial, directement soumises à la quête du profit sur le marché mondial. Donc, chez lui, le développement du sous-développement trouve son origine dans la structure du système mondial qui consiste en une chaîne hiérarchisée d'expropriation, appropriation des surplus qui va relier, je le cite, le monde capitaliste et les métropoles nationales aux centres régionaux et de là aux centres locaux et ainsi de suite jusqu'aux grands propriétaires terriens et aux grands marchands qui extorquent le surplus aux petits paysans. Et il va même jusqu'à dire, et quelquefois, la chaîne se poursuit entre les petits paysans et les paysans sans terre que les premiers exploitent. C'est-à-dire ou que les premiers contribuent à la marge à exploiter. Alors, le système mondial global qu'il appréhende, c'est-à-dire mondial, national, local, articulé, génère simultanément du développement dans certaines zones, pour la minorité, dit-il, et partout ailleurs, c'est-à-dire en fait sur toutes les marges périphériques, le sous-développement, il dit, pour le plus grand nombre. Et dans ce schéma, on comprend que les classes dirigeantes du Sud, périphériques, vont tout faire pour garder intact ce lien de dépendance qui soumet les satellites à leur métropole, comme il dit. Il parle de métropole et de satellite. Ce qui va installer ces classes dirigeantes localement dans une position de domination, mais qui va leur conférer ce qu'il appelle un statut de lumpenbourgeoisie, dérivé de politique de lumpen-développement, comme il dit, mise en œuvre par, si je puis dire, par les politiques étatiques locales. Et dans l'histoire, rien n'a permis aux pays d'Amérique latine de rompre ces chaînes d'expropriation, appropriation des surplus, lesquels opèrent par une multitude de mécanismes, l'échange inégal, la dette, les investissements directs étrangers, mais évidemment aussi l'aide publique au développement et ces choses-là. Vous voyez ? Donc, rien n'a pu rompre ces chaînes, ni l'industrialisation par substitution aux importations après 1929, ni son contraire, si je puis dire, la promotion active des industries exportatrices après la Seconde Guerre mondiale, et évidemment moins encore l'ouverture au libre-échange récemment à la fin du XXe siècle, mais aussi au tout début, c'est-à-dire juste après
les premières vagues d'indépendance dans le premier tiers du XIXe siècle. Okay, et pour aller vite à la fin, quelle est la solution pour Franck? Eh bien, il n'existe d'autre issue à cette mécanique de développement du sous-développement du Sud que la révolution socialiste, qu'il dit être possible et nécessaire. Question, quelle est l'actualité de ce propos? Pas pour nous, mais pour l'Amérique latine, disons. Pourquoi pas pour nous, d'ailleurs? Y a-t-il actualité de la révolution là-bas ou pas? Au moment où Bolsonaro est là, où l'Équateur a complètement changé telle une girouette, où les néofascistes sont revenus à la tête, enfin ils ne l'ont jamais quitté d'ailleurs, de la Colombie. Ils étaient juste déguisés un petit peu différemment. Voilà. Donc, je suis presque à l'heure. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Selon moi, ces théories forment un champ de recherche extrêmement riche, extrêmement stimulant, dans lequel s'est engagé depuis 50 ans, ou dans ces 50 dernières années, le marxisme, les marxismes modernes, je dirais. Et je crois que ces champs de recherche ont contribué à renforcer très fortement, très nettement le marxisme, notamment sur un certain nombre de questions clés, la question des classes, des alliances de classes, la question des nations, l'articulation classe-nation, la question des États, la question de l'impérialisme, la question des crises, je crois, sont sorties éclairées, magnifiées, sont sorties en très bon état de toutes les discussions, parfois très conflictuelles, qui ont entouré ces apports. Inutile de dire que j'ai sélectionné ces quatre-là de manière totalement arbitraire. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres, y compris dans cette salle d'ailleurs, comme Christian Palois qui nous fait l'honneur de nous accompagner aujourd'hui. Mais je voulais vraiment insister sur le fait que ces théorisations du système mondial n'ont été possibles finalement que grâce au mouvement historique de lutte des peuples du Sud et des peuples du Nord, évidemment, mais surtout dans cette période historique très particulière qui a été la décolonisation, le temps des libérations nationales, et que nous sommes dans une phase historique, disons, tout à fait inverse, disons. Mais ces théories n'auraient pas reçu l'accueil qu'elles ont reçu, extrêmement positif, si elles n'étaient pas intervenues dans ce contexte historique de lutte, sans quoi, disons, par quoi tout est possible, disons plutôt. Ces théories ont été aussi en dialogue permanent avec des marxistes critiques. Bettelheim, très critique à l'égard de ces théories, Bocara, c'est même pas la peine de le dire, Paul Bocara, Brenner, Laclau, Dobb, enfin beaucoup de marxistes, comment les appeler? Orthodoxes? Non, ce serait rigidifier le débat pour rien, mais disons des marxistes plus traditionnels, plus attachés à une certaine tradition marxiste, sont venus par leur débat enrichir ces mêmes théories, lesquelles ont évidemment été aussi, ont bénéficié, disons,
des apports d'autres auteurs, influencés par elle, dans des disciplines très différentes. Je pense à Ray en anthropologie, à Pablo González Casanova en sociologie, en sciences politiques, Magdoff en économie et tant d'autres. Voilà, mais il serait injuste d'oublier Marx dans tout ça, parce que, je le redis, c'est sur le terrain cabossé, au milieu du chantier en désordre des ultimes recherches de Marx, que tout ça est né, finalement. Alors, j'inviterai aussi, y compris les plus jeunes, à lire ce Marx que je qualifierais de non-eurocentrique, okay, mais très peu connu, finalement, très peu lu, et qu'il conviendrait, je crois, urgemment, vu la confusion dans laquelle sont plongés nos débats, disons, de réhabiliter, je dirais, de relire. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Alors je vous laisse la parole maintenant et pour une demi-heure.